faire des minutes, je suis anesthésiste à l'hôpital du Laurier, présenter un cas clinique, on va essayer de faire sur l'anesthésie et sur la cocaïne. Alors, un petit mot sur la cocaïne. La cocaïne, c'est le deuxième produit illicite le plus consommé en Europe. Les zones de culture dédiées au coca et la production de cocaïne augmentent, ainsi que le trafic vers la côte. En 2016, c'est 1220 personnes qui décèdent de la cocaïne en Europe. Alors, je vais vous présenter M. J, qui a 40 ans, qui est commercial allemand, qui est consommateur de cocaïne régulier, qui n'a pas de problème de santé, qui n'a jamais été opéré, qui n'a pas de diabète hémorragique à l'interrogatoire, et qui vient pour une consultation pré-anesthésique une fois à l'heure. Alors, où est-ce que les anesthésistes rencontrent le plus souvent des patients positifs à la cocaïne? Ça va être dans le traumatisme. Alors, le pourcentage varie selon les études, varie de 0,2% à près de 20%. Une étude en France de 2005 qui s'intéresse aux personnes de moins de 30 ans décédées dans un accident de voiture. Et cette étude-là retrouve un pourcentage de 3% positif à la cocaïne. Alors, physiologiquement, qu'est-ce qui se passe à la prise de cocaïne? La cocaïne, elle va inhiber la recapture de la dopamine au niveau du système nerveux central. Elle va inhiber la recapture de la noradrénaline qui va entraîner une accumulation de noradrénaline au niveau post-synaptique et donc entraîner une forte activité sympathique. Localement, la cocaïne, elle bloque les canaux sodiques, ce qui va agir comme un anesthésique local. Un petit peu de pharmaco, qu'elle soit inhalée, qu'elle soit prise par les veines ou qu'elle soit fumée, la cocaïne, le type de plasmatique va intervenir dans l'heure qui suit la prise. Et les effets recherchés par le consommateur vont également arriver dans l'heure. Les effets hémodynamiques arrivent aussi dans l'heure pour diminuer après. Pour tourner en CPA, M. J vous demande ce qu'il doit faire vis-à-vis de la cocaïne. Est-ce que vous lui dites d'arrêter complètement à partir du moment de la CPA? Est-ce que vous lui dites d'arrêter une semaine avant? Ou est-ce qu'il peut continuer jusque la veille et vous lui dites de ne pas prendre de cocaïne le jour même? On laisse réfléchir. Alors, on a des recommandations sur la prise en charge de la toxicomanie. C'est des recommandations qui s'intègrent dans les repères de 2009 sur la gestion périopératoire des traitements chroniques et dispositifs médicaux. C'est des recommandations qui sont basées sur pas grand-chose et c'est surtout du grade C, mais ces recommandations, elles nous recommandent quand même un sevrage complet d'au moins une semaine de la cocaïne avant le geste chirurgical. Alors, un mot sur les coaddictions. C'est une étude qui est réalisée qui est publiée en 2008 sur une population américaine de patients dépendants à la cocaïne qui retrouve moins de 10% de patients accros uniquement à la cocaïne. Plus de la moitié étaient aussi accros à la nicotine et à l'alcool. Il y avait 20% de consommateurs chroniques d'opiacés et plus de 30%, que ce soit des hommes ou des femmes, de consommateurs des personnes qui étaient dépendantes à la marijuana. Alors, vous finissez votre consultation d'anesthésie, vous l'avez examiné, vous lui avez fait un ECG, monsieur, il n'a pas de traitement, donc rien de particulier. Vous décidez de l'hospitaliser une nuit avant, une nuit après. La nuit avant, ça vous permettra de faire un dosage détoxique urinaire. Et la nuit après, c'est parce que vous lui dites qu'il y a des complications neurologiques et cardiovasculaires liées à la consommation régulière de cocaïne et que vous préférez le surveiller. Vous m'informez qu'il bénéficiera d'une anesthésie générale associée à un BIS que vous lui ferez avant. Alors, le dépistage de la cocaïne se fait par un test urinaire. C'est encore un vrai ou faux. En général, la cocaïne se détecte jusqu'à 2 à 4 jours après sa consommation. Si la patient est consommateur chronique, la cocaïne peut être détectée jusqu'à une semaine. Il existe de nombreux faux positifs au dépistage. Alors, la cocaïne se détecte bien dans les urines. En fait, ce n'est pas la cocaïne qu'on détecte, ça va être un métabolite, ça va être le benzylgluconine. C'est un métabolite qui va être détecté de 2 à 4 jours après la prise. Sachant que chez les consommateurs chroniques, on va pouvoir le détecter jusqu'à une semaine. Et concernant les faux positifs, il n'y a quasiment pas de faux positifs au test urinaire. Les seuls faux positifs, c'est des patients qui font des infusions du thé aux feuilles de coca ou des patients qui ont reçu des topiques à base de cocaïne dans l'anesthésie.
Le dépistage, donc voici la réponse. Un petit mot sur la succinycoline, toujours la période de 2009, puisque la succinycoline pourrait être légèrement prolongée. En fait, ça vient du fait que la cocaïne est dégradée par des pseudocholinésterases et des estérases hépatiques. La cocaïne est dégradée par ça, et les pseudocholinésterases, comme vous le savez, dégradent la succinycoline. La saturation de la pseudocholinésterase pourrait prolonger l'effet de la succinycoline. Alors, ils en parlent un petit peu partout, mais il n'y a rien de publié sur le sujet. Cependant, ce n'est pas une contre-indication à la succinycoline. Alors, fallait-il faire un bilan sanguin? Toujours les mêmes RFE qui nous disent qu'une thrombophénie peut survenir chez le patient cocaïnomane, et en cas d'ALR axial, il est recommandé de demander au minimum un dosage des plaquettes. Tout ça, ça vient de vieilles études. Là, je vous ai mis c'est des case reports de 1990 chez des patients. Il y en a une petite dizaine chez des patients qui arrivent, qui sont consommateurs chroniques et qui arrivent avec un syndrome hémorragique, qui font dépister une thrombopénie. Plus tard, les études ne s'intéressent pas trop à thrombopénie et cocaïne, et par contre la population dans laquelle on trouve un petit peu plus d'études, c'est avec la population de femmes enceintes, mais les études sont contradictoires, certaines retrouvent une augmentation des thrombopénies, d'autres non. Alors, est-ce qu'il fallait faire un bilan sanguin par mesure de précaution? Probablement qu'il fallait faire un bilan. Alors, vous l'avez informé qu'il pouvait y avoir des risques de complications neurologiques et cardiovasculaires liées à la consommation régulière de cocaïne. Fuite de cocaïne et des systèmes cardiovasculaires. Toujours des propositions. La cocaïne augmente le risque d'infarctus, la cocaïne augmente le risque d'athérosclérose. Les coronaires se constrictent d'autant plus qu'elles sont saines. Alors la première est vraie, la deuxième est vraie. Les coronaires se constrictent d'autant plus qu'elles sont saines, c'est faux. Elles se constrictent d'autant plus qu'elles sont pathologiques. Et le risque d'infarctus est lié à la vasoconstriction coronaire, à la majoration de la consommation d'oxygène par le myocarde et à un effet prothrombotique de la cocaïne. Ça, c'est vrai aussi. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais juste pour vous dire que la cocaïne entraîne, si on la consomme de façon régulière, peut entraîner des cardiomyopathies dilatées, des cardiomyopathies hypertensives, accélère le processus d'athérosclérose, peut entraîner des myocardites et entraîne des lésions au niveau du cardiomyocyte par stress oxydatif. Un petit mot sur l'effet prothrombotique. L'effet prothrombotique va principalement avoir lieu par activation plaquettaire. Et une étude qui prouve que le risque d'infarctus est majeur dans la première phase. Cette étude en bas à gauche, elle retrouve un risque relatif de 23,7. Et après, il va augmenter les 3 premières heures. Alors, M. J arrive avec le complexe comme prévu, bien qu'il vous affirme de ne pas avoir consommé depuis une semaine, son test psycho revient positif. Vous discutez avec lui, vous décidez quand même de l'endormir. À quoi vous attendez-vous? Alors, est-ce qu'il consomme en péropératoire plus d'hypnotique? Est-ce qu'il consomme plus de morphinique? Est-ce qu'il soit plus sujet à des variations hémodynamiques à type d'hypertension? Ou à avoir plus recours à des vasopresseurs? Je vous laisse réfléchir. Pour traiter cette question, je vais vous présenter 4 études. La première étude, c'est une étude de 2018 qui s'intéresse à c'est une étude rétrospective qui s'intéresse à une population de 18 à 78 ans, à 70 ans, des patients qui avaient un test urinaire positif à la cocaïne et qui bénéficiaient d'une chirurgie dans les 24 heures suivant le test. C'est que des patients qui bénéficiaient d'une anesthésie générale. L'objectif, c'est d'évaluer si les patients positifs à la cocaïne présentaient une incidence accrue d'événements hémodynamiques. Alors, il n'y a pas de différence sur le type de procédure, mais la bourse contrôle était appareillée sur le type de procédure. Ce qui est intéressant de voir, c'est ce qui est ce qui est encadré en bleu, c'est qu'au niveau de la fréquence cardiaque ou des paramètres de pression artérielle, il n'y avait pas de différence entre les deux groupes. Au niveau des autres toxiques retrouvés, on avait plus chez les patients positifs à la cocaïne, mais ça on l'a déjà abordé. Dans le groupe des patients positifs à la cocaïne, on retrouvait moins de pathologies cardiovasculaires, sachant que l'hypertension était utilisateur et sur l'hypertension il y avait pas de différence. On retrouvait moins de diabète, par contre on retrouvait plus de patients positifs au VIH, plus de pathologies hépatiques, plus de pathologies psychiatriques et plus d'asthme. Au final, l'étude concluait qu'il n'y avait pas plus d'événements hémodynamiques dans le groupe positif à la cocaïne, il n'y avait pas plus de recours à des vasopresseurs, par contre il y avait plus de recours à des antihypertenseurs.
Et si on s'intéresse au dosage par heure, il n'y avait pas de différence au niveau des dosages au niveau des autres dosages sur les morphiniques ou sur les études. Deuxième étude, qui est une étude prospective non randomisée, parue en 2006 dans le VGA, étude qui s'intéresse aux patients de 18 à 55 ans. C'est des patients qui avaient un test positif à la cocaïne, mais qui étaient hors intoxication aiguë. Hors intoxication aiguë, ça voulait dire pour eux qu'ils avaient un examen clinique normal, qu'ils avaient un ECG normal et qu'ils étaient normothermiques. Alors le protocole d'anesthésie était standardisé dans le groupe cocaïne positif et l'objectif de l'étude c'était d'évaluer si les patients positifs à la cocaïne avaient plus d'événements cardiovasculaires en péropératoire définis comme une augmentation ou une diminution de la fréquence cardiaque de 30% ou une augmentation ou une diminution de la pression artérielle de 40%. C'était quasiment exclusivement de la chirurgie de traumato. Et cette étude encore a conclu qu'il n'y a pas de différence au niveau des événements cardiovasculaires. Ils avaient monitoré le ST impéropératoire, ils n'ont aucun épisode de sus ou sous-ST. Ils n'ont pas plus recours à des drogues vasoactives, pas d'arythmie, aucun recours à des antihypertenseurs, aucune complication anesthésique ou chirurgicale dans les 24 heures. Ça, c'est une étude de 2021 qui conclut à la même conclusion, pas plus d'événements hémodynamiques que chez les patients qui ont un test urinaire positif à la caféine. Étude en réanimation, c'est une étude de 2017 qui est rétrospective monocentrique, qui s'intéresse aux patients positifs aux stimulants. Ils ont 50 patients positifs aux stimulants et 100 patients dans leur contrôle. Les patients positifs aux stimulants, c'est 80% de patients positifs à la cocaïne et 20% de patients positifs aux amphétamines. L'objectif, c'était d'évaluer si la consommation journalière d'opioïdes était plus importante chez les patients positifs aux stimulants. Encore une fois, pas de différence. Sur les morphiniques, pas de différence sur les hypnotiques, ils avaient des RAS équivalents, juste un petit bémol, ils ont retourné 9 fois à la kétamine pour des douleurs réfractaires, dont 6 dans le groupe kétamine, contre 3 dans le groupe stimulant négatif. Donc probablement, il faut s'attendre à plus de variations hémodynamiques à type différent d'hypertension. Les morphiniques, probablement que les patients consomment pas plus de morphiniques en temps. Alors, vous lui faites son bis, vous décidez de monitorer la nuit. Au final, il ne se passe pas grand-chose initialement, vous l'endormez. La chirurgie commence, elle vous fait un pic hypertensif, vous réinjectez les morphiniques, vous augmentez les halogénaires, rien n'y fait. Il reste hypertendu, vous décidez d'utiliser un antihypertenseur, lequel choisir. Alors, on peut choisir n'importe lequel sauf un, il n'est pas recommandé d'utiliser des bêta-bloquants, il est même contre-indiqué d'utiliser des bêta-bloquants, toujours la RFE de 2009, car ils peuvent majorer l'effet vasoconstricteur de la cocaïne et exacerber la vasoconstriction coronaire. C'était une méta-analyse juste pour vous dire que chez les patients qui s'étaient présentés pour une douleur thoracique aux urgences et qui s'étaient retrouvés sous bêta-bloquants, il y a une méta-analyse qui ne retrouvait pas plus de mortalité et pas plus de risque d'infarctus chez les patients qui avaient reçu des bêta-bloquants. Alors finalement, tout s'arrange, la chirurgie se termine, la salle de réveil ne se passe pas grand-chose, ils remontent dans les étages et là on vous appelle parce qu'il se présente une douleur thoracique. Suite de la douleur thoracique et la cocaïne, alors est-ce qu'elle est le motif le plus fréquent des consultations aux urgences chez les patients positifs avec les patients cocaïnomanes? Est-ce que la douleur thoracique est la plupart du temps consécutive à un infarctus? Est-ce que chez les patients qui ont un infarctus, comparé aux patients négatifs à la cocaïne, est-ce que les patients positifs sont plus jeunes et plus souvent des hommes? Est-ce que les patients positifs à la cocaïne présentent plus volontiers un sus décalage du ST lors d'un infarctus? Alors, il y a que la deuxième réponse qui est fausse. Les douleurs thoraciques est rarement consécutif à un infarctus chez le patient consommateur de cocaïne, en tout cas pas plus fréquemment que chez les patients non consommateurs. Pour l'illustrer, une étude parue dans le New England en 2003 qui vise à valider un protocole de surveillance qui n'est pas différent d'un protocole standard. C'est une surveillance des tropos pendant les 9 premières heures et un ECG, les patients qui ont monitoré sur l'ECG en continu. Au final, ils ont 12% de patients qui présentent une variation de tropo ou une modification de l'ECG
il est fait aller directement à l'ISIC. Sur les patients qui ont une surveillance simple, sur les 30 premiers jours, ils ont entre guillemets que 4 infarctus sur les 300, et c'était que des infarctus qui arrivaient chez des patients qui continuaient à consommer de la cocaïne, et chez ces 4 patients, le diagnostic d'infarctus avait été clairement exclu. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les patients bénéficient aussi d'une épreuve d'effort ou d'une coro dans les jours suivant la sortie. Deuxième étude, 2014, sur une grosse étude observationnelle sur un registre américain. Ils analysent 102 000 patients qui ont fait un infarctus. Sur ces 102 000, il y en a 924 qui sont positifs à la cocaïne, ce qui représente 0,9%. Les patients qui étaient positifs à la cocaïne lors de l'infarctus étaient plus jeunes, plus souvent des hommes, avaient moins de facteurs de risque cardiovasculaire, étaient plus souvent fumeurs récents, c'est-à-dire qu'ils commençaient à fumer dans l'année qui décédaient leur infarctus. Ils faisaient plus facilement d'esthémie que les patients négatifs à la cocaïne. Et au diagnostic initial, il y avait plus de choc cardiogénique que dans la population non positive à la cocaïne, et plus de coraux blanches aussi dans cette population. Un petit mot sur la DMS et la mortalité. On va vous illustrer avec les deux études de réanimation et d'anesthésie qu'on a vues avant. Ils ne trouvaient pas différents, que ce soit sur la DMS ou sur la mortalité. Pour finir, je pense qu'il faut distinguer le fait que les patients présentant une intoxication aiguë à la cocaïne, des patients asymptomatiques avec un dosage urinaire positif, asymptomatique, vous réalisez un examen clinique standard et un ECG. Si le patient présente une intoxication aiguë, probablement qu'il n'y a pas de grande différence avec la population générale. D'abord, vous connaissez mes appétences pour la douleur. En termes de douleur post-opératoire, dans les 3 premiers jours, est-ce qu'on a une différence avec le cocaïne? Il y a très peu d'études qui s'intéressent à l'anesthésie et à la cocaïne, et encore moins à la douleur post-opératoire. En tout cas, en douleur opératoire, c'est pas l'air d'être plus. Donc, je suppose qu'en post-opératoire, on joue. D'accord. Et une autre, alors je vois pas d'autres questions. Qu'est-ce que ça veut dire cocaïnomane, consommation modérée de cocaïne? Est-ce que vous avez évoqué tout à l'heure le risque d'infarctus du myocarde avec des consommations modérées? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah non, ce que je voulais dire, c'est que le risque d'infarctus lors de le risque d'infarctus n'était pas lié à la dose de cocaïne ingérée ou au fait d'être consommateur chronique. Ça peut arriver dès le premier épisode.